Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous voir si nombreuses et nombreux aujourd'hui. La salle est bien pleine. Et je dois dire que je suis aussi très impatiente de démarrer cette journée que nous avons préparée depuis de longs mois. Comme mise en bouche, vous pouvez répondre à 3 petites questions au moyen du code QR et du code à 8 chiffres affiché à l'écran. Et puis j'aimerais commencer par quelques aspects purement organisationnels. Au dos du badge que vous avez reçu, vous avez un autre code QR qui donne accès à notre site web où vous trouvez le programme et d'autres liens utiles pour la journée, notamment la liste des participants. C'est toujours utile pour les gens comme moi qui oublient parfois les noms. Donc n'hésitez pas à aller voir la liste des participants. Et puis aussi le code Wi-Fi de l'école pour ceux qui voudraient se connecter aujourd'hui. Vous trouvez aussi sur votre badge les ateliers et les groupes auxquels vous êtes inscrits pour la journée. J'y reviendrai plus tard. Je vous donnerai des informations là-dessus au cours de la journée. Nous n'avons pas de pause prévue ce matin ou dans l'après-midi, mais café et boissons sont accessibles en tout temps à la cafétéria où vous les avez trouvés ce matin. Le plénum du matin est enregistré et diffusé en live sur Internet. Donc bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Je crois qu'ils sont très nombreux. Et vous pouvez d'ailleurs choisir à distance aussi d'écouter le canal de traduction simultanée. Des photos sont faites de la journée, donc merci de nous signaler si vous ne voulez pas y figurer. Et puis maintenant, j'aimerais passer la parole sans attendre à notre hôte, Ursula Kaiser, qui est directrice du campus Muristalden, qui nous accueille aujourd'hui si gentiment dans son école. Vielen Dank, Pascaline. Bienvenue, benvenuti, benveni und herzlich willkommen am Muristalden. Als Direktorin des Campus Muristalden und als Gastgeberin freue ich mich außerordentlich und bin sehr geehrt, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Gastfreundschaft ist uns am Muristalden wichtig. In der gut 170-jährigen Geschichte war der Muristalden immer Ort des Dialogs, der kulturellen Veranstaltungen und der Debatte. Veranstaltungen gehören auch heute zu unserem Schulalltag. Sie, werte Teilnehmende, werden heute bei schönstem Wetter, das haben wir so bestellt, die neuen und die historischen Räume und Winkel des Campus Muristalden kennenlernen. Sie werden in unserem hauseigenen Bistro hoffentlich sehr schmackhaftes Essen genießen und ich hoffe sehr, dass es Ihnen bei uns gefallen wird. Ich wurde schon beim Kaffee angesprochen darauf, was für eine Schule sind wir. Natürlich kann ich es nicht lassen, Ihnen ein paar Stichworte zu sagen dazu. Gegründet 1854 als streng pietistisches evangelisches Lehrerseminar für junge Männer, hat der Muristalden ab den 1960er Jahren einen tiefgreifenden Säkularisierungsprozess durchgemacht. Ende 1960er Jahren wurden die ersten Frauen zur Lehrerbildung am Muristalden zugelassen und ab den 1980er Jahren entwickelten sich die christlichen Wurzeln zu einer pädagogischen Werteorientierung, die uns auch heute noch sehr wichtig ist. Aktuell besuchen am Campus Muristalden gut 500 Kinder und Jugendliche ab der Basisstufe den Unterricht und können bis zur Maturität an der Schule bleiben. Der Muristalden ist eine, ich sage das salopp, halb private Schule. Wir haben eine private Trägerschaft und sind vom Kanton Bern subventioniert. Dank dieser Staatsbeiträge und dank Spenden in unseren Schulgeldfonds können wir das Schulgeld auch für Familien bezahlbar machen, die auf ein bescheidenes Einkommen zurückgreifen können. Aber Sie sind nicht wegen dem Muristalden hier, sondern wegen einem spannenden Tagungsthema. Und ich denke, das Gymnasium hat die Gymnasialbildung, Sie alle, haben heute die Chance, einen wichtigen Entwicklungsschritt in der Gymnasialbildung zu prägen. Und ich muss Ihnen sagen, ich freue mich ganz besonders, dass das Thema heute die transversalen Kompetenzen sind.
Am Muristalden gewichten wir aus unserer pädagogischen und didaktischen Tradition die Verbindung von fachlichem Lernen und transversalen Themen stark. Wie Sie haben wir natürlich auch schnell, nicht sehr gründlich, in den neuen Rahmenlehrplan hereingeschaut. Und ich kann Ihnen sagen, nach Diskussionen mit Lehrpersonen, die auch hier anwesend sind, uns gefällt die starke Gewichtung der Nachhaltigkeit sehr gut. Wie sie eben im Kapitel 6 im Rahmenlehrplan festgehalten ist. Wir finden diesen Ansatz mutig und richtig, denn wir vermitteln unseren Jugendlichen damit die Kompetenzen, die sie in Anbetracht der globalen Herausforderungen brauchen werden. Am Muristalden versuchen wir, auf diese starke Nachhaltigkeit zu setzen. Das ist anspruchsvoll, gelingt uns nicht immer, aber wir sind sehr daran, eine partizipative Schulkultur und einen aktiven, auch politischen Diskurs zu pflegen, neben anderen Aspekten der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit im breiteren Sinne für diese Gesellschaftsreife, die wir ja auch herstellen wollen. Als ehemaliges Lehrerseminar ist bei uns Didaktik und wirksamer Unterricht sehr wichtig. Speziell ist bei uns von der Basisstufe bis zur Maturität das Nachdenken über das eigene Lernen. Unsere Lernenden bauen gezielt und schrittweise die Kompetenz der Lernreflexion auf und wir begleiten sie bei diesen Lernfortschritten. Wir stellen fest seit Jahren, dass sich diese kontinuierliche Reflexion über das eigene Lernen nachhaltig und positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Im Schulmodell des Gymnasiums Muristalden, das Lernen und Prüfen trennt, hat denn auch diese Selbstreflexion und die Lernbegleitung klare Gefäße und einen wichtigen Stellenwert. Wenn Sie etwas genauer wissen möchten, wie wir am Muristalden arbeiten, von der Basisstufe bis zur Maturität, können Sie gerne beim schwarzen Tisch, wo Sie Kaffee getrunken haben, ein Muristalden-Magazin mitnehmen. Die sind dort aufgelegt. Und Sie sehen dort auch Schulbroschüren, die unsere Angebote schildern. Ich möchte meine Einleitung mit 2 Wünschen an Sie schließen. Sie, die Sie hier in ganz verschiedenen Rollen, Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachdidaktiker, Bildungsexperten, Menschen aus der Verwaltung hier sind und diese gymnasiale Bildung vorwärts bringen möchten. Ich wünsche Ihnen als erstes Mut zur Lücke und frohes Priorisieren. Hier tut sich heute eine Chance auf, aus meiner Sicht. Die neuen Gewichtungen hin zu den transversalen Kompetenzen im Rahmenlehrplan fordern Sie aus meiner Sicht geradezu heraus, dass Sie überfrachtete Stofflehrpläne etwas aufräumen, dass Sie Schwerpunkte setzen, exemplarische Themen bestimmen und Synergien zwischen den Fächern nutzen. Weniger ist mehr in der gymnasialen Bildung. Im Sinne eines nachhaltigen Lernens bin ich davon felsenfest überzeugt. Ich wünsche Ihnen zweitens, vor allem nach dieser Tagung heute, die Sie inspirieren wird, für Ihre Ideen, für Ihre Ansätze und Konzepte genügend Gestaltungsräume an Ihren Schulen. Wenn Schul- und Unterrichtsentwicklung nachhaltig sein soll, dann kann sie dies, wenn sie vor Ort von den Schulleitungen und Lehrpersonen und unter Mitwirkung von Lernenden entwickelt werden kann. Ich finde es außerordentlich wichtig und unsere Schule profitiert auch davon, dass Schulen individuelle Wege gehen können und innovative Schulkonzepte entwickeln können. Und ich wünsche mir, dass die Schulen auf diesen Wegen auch gut unterstützt werden. Und nun wünsche ich Ihnen allen eine gute Tagung, gutes Gelingen und gebe gerne die Bühne frei. Vielen Dank. Merci pour ces mots de bienvenue et ces mots inspirants et merci aussi encore une fois pour ton accueil dans ce campus. J'aimerais aussi remercier toute ton équipe
pour la mobilisation de ton équipe qui a été un soutien précieux et très professionnel dans l'organisation de cette journée. J'aimerais maintenant passer la parole à Christoph Freihofer, qui est chef de service à la direction de l'éducation et de la culture du canton de Zoug, membre du comité de la CESFG et représentant du groupe de travail mis en œuvre RRM, groupe de travail qui est la base de l'initiative de cette journée. Ja, und Kollegen, geschätzte Teilnehmende. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Tagung. Es freut mich sehr, dass Sie alle hierher gekommen sind. Ganz herzlich begrüße ich aber auch all jene, die heute hier leider keinen Platz mehr gefunden haben und online unsere Tagung mitverfolgen. Es ist sehr schön, dass das Interesse so groß ist und ich denke, darin steckt eine sehr große Chance auch für diese Tagung. Die heutige Tagung, denke ich, ist ein Novum. Es ist das erste Mal, dass KSGR, VSG, SMAK und CMCS gemeinsam eine Tagung vorbereitet haben. Vielleicht kann man kurz die Folie einblenden mit den Namen. Entschuldigung, ja, kann ich selber machen. Hier sehen Sie die Namen der Teilnehmenden, die da mitgewirkt haben, mitgeholfen haben. Die Idee hinter dieser Arbeitsgruppe war, dass man eine Arbeitsgruppe über verschiedene Gremien hinweg einsetzt, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, wie können wir an unseren Schulen WGEM oder eben die neue MAR, MAV umsetzen. Und aus dem Gedankenaustausch innerhalb dieser Arbeitsgruppe hat sich dann eben das Thema der transversalen Themen und Kompetenzen herausgebildet. Darin sehen wir eben ein großes Potenzial innerhalb von dieser Reform. Die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe war sehr gut, sehr fruchtbar, äußerst konstruktiv. In der Zusammenarbeit unserer Gremien sehe ich ein sehr großes Potenzial auch für die Zukunft. Ich denke gerade auch in der Positionierung des Gymnasiums in unserer Bildungslandschaft, aber auch in der Politik ist es sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten und ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, können wir eben gemeinsam etwas bewegen und uns für das Gymnasium einsetzen. Die Zusammenarbeit ist aber auch ganz zentral eben im Zusammenhang mit dem Transversalen. Das meine ich nicht nur im Sinne der Interdisziplinarität, wo die unterschiedlichen Fachbereiche zusammenarbeiten, sondern ich meine, das geht auch weit darüber hinaus. Letztlich ist es die Frage eben, wie schaffen wir es in unseren Schulen, das Lehren und Lernen zu organisieren, damit unsere Schülerinnen und Schüler eben möglichst optimal davon profitieren können. In dem Sinne meine ich, geht es eben nicht nur um die Inhalte, sondern es geht eben auch darum, wie gestalten wir den Unterrichtsalltag. Welche Zeitgefäße bieten wir an? Wie gestalten wir unsere Lernorte? Und darin, meine ich, steckt ein sehr großes Potenzial eben auch in der Umsetzung, eine Chance, die wir nützen können, um eben auch unsere Gymnasien weiterzuentwickeln. In dem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende, eine interessante Tagung, fruchtbare Gedanken, die wir alle mitnehmen und dann eben auch zu Hause umsetzen können. Dankeschön.
Christophe pour cette mise dans le contexte. J'aimerais souligner aussi effectivement que le Zusammenarbeit, le travail ensemble dans ce groupe était très constructif et très agréable. Et puis voilà, ça peut donner ce genre de journée après. Donc voilà. Donc nous sommes réunis aujourd'hui en nombre. Et ce qui me réjouit aussi, particulièrement comme directrice CEMTES, c'est que nous venons de toute la Suisse. Donc voilà le petit menti que vous avez rempli avant. Comme on peut le voir ici, il y a presque tous les cantons qui sont représentés. Dans notre système fédéral, marqué par la forte autonomie des cantons, je constate chaque jour ce que peut apporter le dialogue au-delà de son propre canton et des régions linguistiques. Découvrir avec curiosité comment mon voisin a résolu mon problème, partager des réalités plus ou moins proches, se laisser inspirer, échanger, se connaître. Si nous pouvons contribuer un peu à cela aujourd'hui, un de nos objectifs sera atteint. La maturité est aussi l'affaire de nombreuses actrices et acteurs, les politiques tout d'abord, les chefs d'administration cantonale, les directions d'école, les enseignantes et les enseignants, les experts et expertes aussi comme les orienteurs scolaires, par exemple, qui naviguent aussi autour de cette maturité, mais aussi les hautes écoles, les agences spécialisées comme le CEMTES, sans oublier la Confédération qui a son mot à dire dans le cadre des accords Confédération-Canton sur l'espace suisse de formation. Vous êtes aujourd'hui toutes et toutes représentées, comme nous pouvons le voir ici. Donc les directions d'école sont représentées en force, mais aussi tous les autres interlocuteurs de la maturité. Donc cette conférence est donc vraiment une occasion unique pour entendre d'autres points de vue et pour échanger. Mais nous sommes surtout là aujourd'hui parce qu'une nouvelle maturité se profile, et notamment un nouveau plan d'études cadres mis en consultation depuis le 12 décembre dernier et jusqu'au 15 décembre. Cette journée devrait soutenir cette consultation que vous allez mener dans vos cantons et vos écoles. Vous aurez tout d'abord accès au chef de projet du projet Évolution de la maturité gymnasiale, donc Daniel Siegenthaler de la PAFANV et Laurent Drault de la HEP Vaud, qui vous rappelleront le contexte du projet et son calendrier. Ils seront ensuite avec nous tout au long de la journée. Et c'est une occasion pour chacune et chacun d'entre vous de poser des questions aussi sur le projet Évolution de la maturité gymnasiale. Ils sont très accessibles, donc ils répondront volontiers à vos questions. Les travaux menés dans le cadre de ce projet l'ont été avec le soutien de nombreux groupes de travail. Pour écrire les chapitres du nouveau PEC, la procédure d'audition nous apprend qu'il y a 27 groupes de travail réunissant plus de 120 personnes représentant les gymnases ainsi que les hautes écoles pédagogiques et universitaires qui ont été constituées. Nous avons la chance d'avoir avec nous dans certains ateliers celles et ceux qui ont participé activement à la partie 2 du PEC sur les domaines transversaux, ce qui vous offre un accès direct à la genèse de ces textes. Donc profitez-en également d'avoir accès à ces gens qui ont vraiment participé activement à ce projet. Tout cela devrait soutenir l'objectif de clarifier et de développer une compréhension commune des notions fondamentales qui est un des objectifs de cette journée. Dans les sessions d'atelier, il y a des enseignants, enseignantes et expertes engagés qui nous présenteront également des exemples de pratiques pour dessiner des possibilités concrètes de mise en œuvre de ces notions. De leur côté, on a la chance d'avoir avec nous les professeurs Franz Eberle et Frédéric Darbellet qui nous apporteront leur expertise pointue sur les compétences transversales et l'interdisciplinarité. La dernière partie de la journée, avant l'apéritif, nous permettra d'échanger en groupe et d'identifier les défis autour de la mise en œuvre. C'est presque le pas d'après, après la consultation du PEC, dans le but aussi de la soutenir ensuite au mieux par des moyens appropriés et de donner des éléments de réflexion au groupe de travail mis en œuvre MAR pour voir s'il y a d'autres initiatives qui peuvent être intéressantes pour vous soutenir dans votre travail. Lucius Hartmann, président de la SPES, et Fulvio Cavallini, recteur et membre du comité de la CDGS, et tous deux membres de ce groupe de travail présenteront leurs conclusions de la journée. Tout au cours de la journée, vous pouvez aussi laisser des commentaires et questions sur Mentimeter, donc le même petit outil de sondage auquel vous avez déjà répondu tout à l'heure. On ne va pas répondre systématiquement en direct à ces questions, mais nous les mentionnerons dans le compte-rendu de la journée. Avant de donner sans plus attendre la parole à Laurent Drault et Daniel Siegenthaler, les chefs du projet Évolution de la maturité gymnasiale, voyons encore un mot ce qu'évoque le projet EVMG pour vous. Donc voilà, je ne vais pas commenter beaucoup ce nuage de mots. Daniel, Laurent, à vous de rebondir sur ce nuage de mots et ces impressions. Je vous laisse la parole.
Ja. Sehr geschätzte Anwesende, es freut mich sehr, dass wir Ihnen einen Einblick geben dürfen in den aktuellen Stand des Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität. Ich glaube, sehr geschätzte Anwesende hier und online, es ist eigentlich aus Sicht des Projekts der optimale Zeitpunkt. Pascaline hat das schon gesagt, die Anhörung ist gestartet. Sie haben Einblick in die Entwürfe des Rahmenlehrplans, in die offiziellen Fassungen für die Anhörung. Und die Autorinnen und Autoren dieser Entwürfe, die sind zum Teil hier anwesend. Ich glaube, das ist ein wunderbares Mekano für die Verbindung des Projekts Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität und des Beginns der Umsetzung. Das ist für uns wirklich eine sehr gute Gelegenheit, um Ihnen auch gewisse Eckwerte zu zeigen. Wir möchten zuerst auf die Eckwerte des Gymnasiums, des Projekts eingehen, nachher auf die Grundlagen im MAV und dann auf den Rahmenlehrplan. Zuerst zu den Zielen. Das grundsätzliche Ziel, das gemeinsame Ziel von Bund und Kantonen ist die langfristige Sicherung des unbeschränkten Zugangs zu den universitären und pädagogischen Hochschulen. Das ist das übergeordnete Ziel von Bund und Kantonen. Das Projekt steht unter diesem Ziel und wir haben verschiedene Ziele, die eben diesem Hauptziel zugeordnet sind. Es geht um die stärkere Vergleichbarkeit der Maturitätszeugnisse und in dem Sinne auch der Anforderungen. Und da spielt dann der Rahmenlehrplan eine große Rolle. Es geht um die Stärkung der doppelten Finalität des Gymnasiums, das heißt der allgemeinen Studierfähigkeit und der vertieften Gesellschaftsreife. Und es geht um die Stärkung der Zukunftsfähigkeit, also insbesondere eben auch die Vorbereitung auf die Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich nenne mal politische Partizipation, nachhaltige Entwicklung und auch die Herausforderungen, die durch die Digitalität eben gestellt werden. Und ein weiteres Ziel, die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Das ist ein Ziel, das eigentlich ganz unterschiedliche Aspekte beinhaltet, zum Beispiel die Chancengerechtigkeit oder die Berufsstudien- und Laufbahnberatung. Diese Ziele, die wurden entwickelt und definiert auf der Basis der Auslegeordnung von 2019. Dieses Organigramm haben viele von Ihnen auch schon gesehen, vielleicht schon mehrfach. Es zeigt den Einbezug der Akteurinnen und Akteure in dieses Projekt. Die Steuergruppe, bestehend aus Bund und Kantonen, beziehungsweise der Vertretung des SBFI und der Generalsekretärin der EDK. Dann die Koordinationsgruppe. Die Koordinationsgruppe hat eine ganz wichtige Funktion gehabt im Rahmen dieses Projekts und da kann ich einfach anschließen, was schon gesagt worden ist. Die Zusammenarbeit ist sehr wertvoll und ich denke, diese Tradition, die sich eigentlich schon entwickelt hat, diese Zusammenarbeit, die kann nun eben auch weitergeführt werden. Und dann haben verschiedene Autorinnen und Autoren mitgearbeitet und eben die Grundlagen für diese Texte geliefert. Wichtig ist auch, dass wir wissenschaftlich begleitet worden sind, insbesondere auch von Franz Eberle, der hier uns zur Seite gestanden ist und eben diese wissenschaftliche Expertise auch in das Projekt einfließen konnte. Wir haben 2 Referenztexte, MAV und Rahmenlehrplan. Es freut uns eigentlich, dass wir diesen Zeitstrahl in den letzten Jahren immer wieder hervornehmen konnten. Also wir sind ziemlich genau auf diesem Zeitstrahl auch heute. Die beiden Referenztexte sind aufeinander abgestimmt worden. Wir haben parallel gearbeitet. Wir haben jetzt die verabschiedete Version von MAV. Auf dieser Grundlage wird eben nun der Rahmenlehrplan finalisiert. Im Jahr 2021 ist eine wirklich breit angelegte interne Konsultation durchgeführt worden, deren Ergebnisse auch eingeflossen sind in diese Entwürfe des Rahmenlehrplans, wie sie nun vorliegen.
MRMAV, da hat es verschiedene Grundlagen nun für den Rahmenlehrplan. Ich möchte auf diese ganz kurz eingehen. Wir haben diesen Artikel 3, wo definiert wird eben, dass Mindestanforderungen formuliert werden auf der gesamtschweizerischen Ebene. Und zwar einerseits eben im MRMAV, das steht im Absatz 1, und im Rahmenlehrplan. Absatz 2 formuliert eigentlich relativ präzise die Anforderungen an den Rahmenlehrplan. Und Alinea D betrifft nun eben diese transversalen Unterrichtsbereiche, die eben im Rahmenlehrplan aufgeführt werden sollen. In Artikel 20 werden nun diese transversalen Unterrichtsbereiche noch genauer angesprochen. Absatz 1 definiert eigentlich den Begriff transversale Unterrichtsbereiche. Er nennt transversale Themen und er nennt den Erwerb von transversalen Kompetenzen. Das sind eigentlich diese beiden Teile der transversalen Unterrichtsbereiche. Franz Eberle wird noch genauer darauf eingehen. Und dann in Absatz 2 haben wir mal eine Zahl, also Interdisziplinarität soll mindestens 3% der Unterrichtszeit ausmachen. Das sollen die Kantone und Schulen eben so ausweisen. Das ist eine Mindestanforderung, die eben dann von den Kantonen und Schulen so umgesetzt werden soll. Und nun übergebe ich sehr gerne das Wort an Laurent Drault. Mesdames et Messieurs, à mon tour de prendre la parole et de dire combien nous sommes ravis d'avoir une audience à la fois dans une salle et à distance nombreuse pour discuter et pour réfléchir sur ces thématiques importantes dans la mesure où la mise en forme, la mise en fonction, l'application dans les cantons et dans les écoles, c'est finalement ça le plus important. Alors, cette petite image, non pas pour illustrer un accessoire de mode qui a connu son heure de gloire dans les années 2020, ni même l'usage largement répandu du numérique auprès de nos 120 personnes qui ont participé au groupe de travail, c'est plutôt comme image de comment on a tenté de faire un maillage entre, à plusieurs niveaux et sur plusieurs, je dirais, à plusieurs échelles, entre les thèmes transversaux et les différentes disciplines. Sur la gauche, vous avez le groupe numérique qui travaille donc sur les thèmes transversaux. Deux d'entre eux sont d'ailleurs là aujourd'hui. À droite, vous avez plutôt ceux qui ont travaillé sur le PEC disciplinaire, en l'occurrence les langues modernes qu'on voit. Et je vais essayer de montrer un peu comment justement ce maillage s'est construit. Parce que finalement, si on regarde juste la table des matières du plan d'études cadre, c'est forcément linéaire, il y a un chapitre 1, une introduction, et puis les thèmes transversaux et le PEC disciplinaire. Et on pourrait se dire, bon, on passe tout de suite à la partie 3, on va voir dans notre discipline ce qui nous intéresse, et l'intention est vraiment ailleurs et très différente, et je vais tenter de montrer ça en faisant une focale finalement sur la partie 2 et ensuite en montrant comment ça s'applique aussi dans la partie 3, c'est-à-dire les PEC disciplinaires. Donc si on regarde un peu plus en détail ce chapitre 2, peut-être qu'il faut déjà insister qu'il y a en fait trois domaines bien particuliers. On a d'une part ce que je vais appeler vraiment des éléments transversaux et qui ne sont pas liés à du contenu, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, les compétences transversales et la propédeutique scientifique. Alors on est ravis d'avoir réussi à faire intégrer dans la langue, que ce soit en français et en allemand, ce terme qui, il y a 3 ans, paraissait encore largement barbare. On pourrait aussi évidemment dire d'épistémologie, mais je tiens à préciser que ça ne concerne pas que des branches scientifiques, c'est aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on réfléchit dans les hautes écoles, dans la recherche, que ce soit en français, que ce soit en histoire, mais aussi dans le monde des arts ou de la musique. Il y a aussi des approches de l'ordre de la propédeutique scientifique. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau-là. Ensuite, c'est peut-être les thèmes transversaux, l'éducation à la durabilité, l'éducation à la citoyenneté et le numérique. Et puis,
Au milieu, vous avez quand même ces compétences de base pour l'aptitude aux études supérieures, qui est un élément extrêmement important, qui là se rattache à 2 disciplines, on va lire la langue d'enseignement et les mathématiques, mais en même temps, les recherches l'ont bien montré, et c'est bien la volonté d'introduire depuis 2016 comme supplément au plan d'études cadres actuellement en vigueur ces 2 chapitres sur la langue d'enseignement et les mathématiques, mais il a été choisi de le réintroduire sans modification en ce qui concerne la langue première. Pour les mathématiques, simplement, on a combiné des contenus avec des compétences pour garantir que ces éléments soient acquis et pour permettre vraiment la conscientisation pour les autres disciplines du rôle fondamental qu'elles ont à jouer dans l'acquisition de ces compétences qui sont absolument essentielles pour pouvoir ensuite poursuivre des études supérieures. Je n'ai pas besoin de revenir sur le choc de certains étudiants en psychologie de l'Université de Lausanne quand ils découvrent la quantité de statistiques qu'ils font en première année et qui d'ailleurs influencent fortement le taux d'échec de ces mêmes étudiants en première année. Peut-être préciser aussi que les chapitres qui sont vraiment relatifs soit aux thèmes transversaux, soit à ces aspects interdisciplinaires et compétences transdisciplinaires, il y a à la fois une partie, je dirais, scientifique qui s'inscrit dans les recherches et dans les publications et dans les positions, je dirais, largement dominantes dans le domaine, et une deuxième partie qui est formulée en allemand, les Handreichungen, les propositions de mise en œuvre. Il faut vraiment le voir comme un catalogue de possibles, d'outils possibles. Il n'est pas forcément possible de mettre tout en œuvre. Si vous allez, par exemple, je ne sais pas, à la partie éducation, à la durabilité, dans la partie qui se consacre sur le whole school approach, bien sûr qu'il y aura des choix qui devront être faits selon les cantons, selon les écoles. Qu'est-ce qu'on met en œuvre dans notre école? Mais voilà un peu comment ça se construit. Ensuite, si je passe à la partie 3, là je bascule sur l'informatique, mais l'exemple de l'informatique, mais on le voit, chacune des disciplines a, dans son plan d'études, dans la partie 3, insiste sur un certain nombre plus tard. Sur ces compétences transversales que vous voyez ici, la direction du projet a aussi souhaité que chacune des disciplines puisse formuler elle-même ces compétences sous forme de petites phrases clés, et ensuite on renvoie au catalogue qui se trouve tout à la fin du plan d'études cadre des différentes compétences transversales telles qu'elles ont été élaborées par le groupe de travail qui a travaillé là-dessus. Ça permet finalement d'être plus en phase pour mieux illustrer comment telle ou telle compétence transversale est mise en œuvre dans cette discipline plutôt que dans cette autre discipline. Ça, c'est un des 2 points. Ensuite, j'en viens au cœur du plan d'études cadre où vous avez d'un côté, je vais dire les thèmes ou les sujets, les Lerngebiete, Teilgebiete. Sur la droite, les compétences que nos élèves ou nos futurs maturants et maturandes doivent atteindre. Et là aussi, les groupes de travail ont toujours tenté de faire des renvois à ces différents thèmes transversaux qui apparaissent, que ce soit, par exemple, la propédeutique scientifique qu'on voit apparaître ici, ou bien aussi, justement, ces thèmes transversaux comme le numérique ou encore l'éducation à la citoyenneté. Et je dirais que tout l'enjeu, c'est ça, c'est que si le chapitre 2 était tout seul, il pourrait rester lettre morte. Mais c'est aussi avec ce maillage où peut-être que les marxistes auraient parlé de percolation qu'on espère que ces dimensions transversales, qui sont vraiment fondamentales dans
l'acquisition de la double dimension de la maturité puisse vraiment apparaître sur différents plans et dans différents champs dans le cours du cursus gymnasial. Je ne vais pas insister beaucoup sur les options spécifiques et les options complémentaires, mais simplement dire elles ont forcément, pour les options spécifiques, une orientation vers la propédeutique scientifique importante. On apparaît aussi les autres thèmes transversaux. Pour les options complémentaires, ça va évidemment dépendre de la structure, ça va dépendre de l'option complémentaire, mais certains liens, s'il y a une discipline fondamentale qui est connectée, permettra certainement d'élargir ou de développer cette propédeutique scientifique, de même que ça permet aussi de renforcer certaines des autres compétences transversales. En guise de conclusion, finalement, de dire, voilà, on a un système qui est vraiment pensé sur plusieurs niveaux. Daniel vous a parlé tout à l'heure du RRM-ORM, qui pose le cadre et qui intègre les éléments de ces compétences transversales. Ensuite, on a ce chapitre 2, avec déjà 2 dimensions. Et ensuite, on a le chapitre 3, qui insiste sur 2 plans, dans la partie des compétences transversales et dans le cœur de la discipline, sur les liens à faire et qu'on souhaite que les élèves fassent avec toutes ces dimensions transversales. Je reviens sur cette slide que vous avez déjà vue, mais peut-être pour insister sur le fait, on vous l'a déjà dit, que nous sommes dans ce processus de l'audition et que c'est extrêmement important qu'on ait du feedback, que le projet reçoive du feedback de vous, des enseignants, pour qu'on sache, par exemple, justement, est-ce que ce pari de cette percolation, est-ce que ce pari de ce maillage fonctionne ? Ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que les plans d'études cadres des disciplines sont encore surchargés et qu'il faut encore alléger pour permettre plus de thèmes transversaux d'émerger et d'avoir leur place? Et là, vraiment, c'est très important. Le travail, il est chez vous et tous vos collègues. Et les retours seront extrêmement précieux pour permettre encore d'affiner ce projet et d'avoir un produit le plus fini possible d'ici l'été prochain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Daniel et Laurent, d'avoir de redonner le cadre de ce projet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ils sont disponibles toute la journée si vous avez des questions spécifiques pour eux. J'ai maintenant vraiment le plaisir et l'honneur de passer la parole au professeur Eberle, qui est le grand spécialiste de la maturité, pour laquelle il s'est beaucoup engagé tout au long de sa brillante carrière, notamment comme professeur de Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik à l'Université de Zurich. Il a participé à de nombreux projets d'envergure, pour n'en citer qu'un, Eva Mar 2. Et il a été très actif dans le projet Évolution de la maturité gymnasiale. Il a joué un rôle important dans la rédaction du PEC également, en particulier de la partie 1 sur les principes de base et pour l'introduction de la partie 2 du PEC qui nous intéresse aujourd'hui avec son collègue Kai Nibert. Le nouveau PEC se focalise davantage sur les domaines transversaux, complémentaires aux disciplines, et le professeur Eberle va nous présenter un modèle de cadre de compétences gymnasiales et expliquer le lien entre les disciplines et les domaines transversaux. Das ist schnell gewesen. C'est en bas, le t-shirt c'est en bas. Treibe Mac.
Vielen Dank auch für die Einführung, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, hier einen Input zum übergeordneten Kompetenzrahmenmodell des neuen Rahmenlehrplans geben zu dürfen. Das Modell ist in dieser Form noch jung. Vor 3 Jahren wurden in Bern und in Murten die Arbeiten für den neuen Rahmenlehrplan aufgenommen. Das Kompetenzrahmenmodell ist erst im seither laufenden Entwicklungsprozess entstanden. Das Resultat ist auf den Seiten 9 bis 13 des neuen Rahmenlehrplans beschrieben. Zeitlich bereits länger wird das Gymnasium mit dem Vorwurf konfrontiert, Überfachliches bzw. Transversales zu wenig zu fördern. Das ist spätestens seit der Publikation des Berichts EVAMAR 1 im Jahre 2005 der Fall. Und auch in unserer Evaluationsstudie EVAMAR 2 von 2008 haben wir Mängel bei den erfragten überfachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit gefunden. Dabei gibt es ja eigentlich bereits im Rahmenlehrplan 1994 15 Seiten zu überfachlichen Kompetenzen und Transdisziplinarität. Ich zeige Ihnen hier die zusammenfassende Abbildung auf der Seite 10 des alten Rahmenlehrplans. Dieser Einleitungsteil des Rahmenlehrplans 94 wurde offenbar in der bisherigen Schulpraxis zu wenig beachtet. Mit zu wenig meine ich nicht überhaupt nicht, denn ich habe in der Schulpraxis an vielen Orten auch immer wieder sehr gute und überzeugende Beispiele mit Pioniercharakter gesehen, wo die Umsetzung eben demonstriert wurde. Diese Beispiele findet man aber nicht flächendeckend. Zu den Gründen dieses Mangels gehört sicher auch, dass die Ausführungen zu den überfachlichen Kompetenzen und der Transdisziplinarität im Lehrplan 94 selbst zu wenig mit den Fachlehrplänen verknüpft sind. Und das soll ja nun anders werden. Hinter dem Kompetenzrahmenmodell im neuen Rahmenlehrplan steckt deshalb das Bestreben, Transversales und Fachspezifisches besser zusammenzubringen. Es ist aber auch allgemein das Bestreben, grundsätzlich widersprüchliche Anforderungen an einen zukunftsgerichteten Lehrplan konstruktiv aufzunehmen, zu verarbeiten und aufzulösen. Es ist letztlich das Bemühen, die Schülerinnen und Schüler die Ziele des Gymnasiums möglichst gut erreichen zu lassen. Die widersprüchlichen Anforderungen manifestieren sich zu einem großen Teil im Kompetenzbegriff, der widersprüchlich gelesen wird. Ich möchte deshalb diesen gleich zu Beginn klären bzw. darlegen, welches Verständnis dieses Begriffes dem Rahmenlehrplan zugrunde liegt. Ich beginne mit der widersprüchlichen Leseweise, wie sie sich in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit dem kompetenzorientierten Lehrplan 21 gezeigt hat, vor allem auch in den Medien. Ich zeige Ihnen die 2 Pole anhand von 2 Beiträgen in der NZZ. Da gibt es den Standpunkt 1, der lautet Kompetenzorientierung anstelle von Fachinhaltsorientierung in der Schule, so sollte es sein. Der Präsident der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter, Thomas Minder zum Beispiel, hat sich vor fast einem Jahr in einem Interview in dieser Richtung geäußert. Sie sehen die Stichworte auf der Folie. Also mehr Kompetenzen fördern anstatt Mathematik und Sprachen. Die Forderung der Förderung von Kompetenzen anstatt des Erwerbs von Wissen gibt es schon lange. Zuletzt auch im Zusammenhang mit der Verbreitung des Internets. Wissen könne man ja immer besser aus dem Internet zu einer beliebigen Zeit abrufen, nämlich dann, wenn man es braucht. Und das Vorratslernen von Wissen, das sei deshalb sinnlos. Stattdessen sollen allgemeine Kompetenzen erworben werden. Und ich denke, diese Forderung hat jüngst mit ChatGPT nochmals gewaltigen Auftrieb erhalten. Der entgegengesetzte Standpunkt 2 ist die Reaktion darauf, nämlich Fachinhaltsorientierung anstelle von Kompetenzorientierung. Dafür hat beispielsweise schon vor 9 Jahren der Wiener Philosoph Konrad Liessmann plädiert. In der NZZ gab es im September 2014 einen Gastbeitrag von ihm mit Stichworten, die Sie auf der Folie sehen. Das Verschwinden des Wissens heißt es im Titel und im Rot geschrieben. Kompetenzorientierung führt zu Subjektivität in der Unterrichtspraxis, also zu einer Beliebigkeit der Inhalte.
Und dann zitiert am Schluss, in der Kompetenzorientierung zeigt sich die Praxis der Umbildung in ihrer hypertrophen Gestalt. Die Frage ist, was stimmt, Standpunkt 1 oder 2? Meine erste simple Antwort ist, beide Standpunkte stimmen so nicht. Es ist alles im grünen Bereich. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht sind Fachinhaltsorientierung und Kompetenzorientierung nicht Gegensätze, sondern sie ergänzen sich. Kompetenzförderung ist immer an konkrete Wissensinhalte gebunden. Und einzig bei den überfachlichen Kompetenzen können diese Wissensinhalte divers sein. Viele kontroverse Diskussionen laufen aber immer noch mit dem alten Bild der grundsätzlich inhaltsbeliebigen Kompetenzen im Kopf, also der Gegensätzlichkeit von Wissen und Kompetenz. Und zwar sowohl bei den Kompetenzbefürwortern als auch bei den Gegnern des Kompetenzkonzepts. Die 2 Standpunkte, die ich gezeigt habe, die sind typisch dafür. Das möchte ich nun genauer erläutern, und zwar eben im Hinblick auf das gymnasiale Kompetenzrahmenmodell, das jetzt im Lehrplan 2024 drinsteht. Das mache ich anhand dieser Punkte. Sie können sie lesen auf der Folie. Den ersten Punkt habe ich bereits hinter mir. Die Antwort auf die Frage ist nein. Die Begründung liefere ich mit den nächsten Punkten. Dazu gehört zunächst die Darlegung des Kompetenzbegriffs, wie er dem Lehrplan 2024, mindestens jetzt dem Entwurf, eben zugrunde liegt. Damit bin ich bei Punkt 2, Verständnis von Kompetenzen im Rahmenlehrplan 2024. Ich zeige Ihnen gleich die Definition, die jetzt so im Rahmenlehrplan drinsteht, nämlich Kompetenzen sind Dispositionen, die im Verlaufe von Bildungs- und Erziehungsprozessen erworben, erlernt werden und die Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebenssituationen ermöglichen. Sie umfassen Wissen und kognitive Fähigkeiten, Komponenten der Selbstregulation und sozialkommunikative Fähigkeiten wie auch motivationale Orientierung. Diese Definition von Ekeard Klima und Johannes Hartig ist aus einem Review der erziehungswissenschaftlichen und der pädagogisch-psychologischen Forschung zum Kompetenzbegriff hervorgegangen. In dieser Definition ist die sonst üblicherweise zitierte und auch dem Lehrplan 21 zugrunde gelegte Begriffsbeschreibung von Franz Weiner von 2001 bereits eingearbeitet. Die Definition von Klime und Hartig ist umfassender. Bildung ist mehr als nur die Ausbildung von guten Problemlöserinnen und Problemlösern. Es geht allgemeiner um die Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben und Lebenssituationen, nicht nur von Problemsituationen. Für viele Akteure kommt diese Definition von Kompetenzen etwas oder vielleicht gar ziemlich abgehoben daher, auch bei Medienschaffenden, sogar bei der NZZ. Nun, Sie haben nicht Unrecht, das muss ich zugeben, aber das ist eben die Sprache der Wissenschaftlichkeit, wie Sie alle Fächer kennen, Ihre Sprache, Ihre wissenschaftliche Sprache. In der Bildungspraxis haben sich deshalb einfachere Begrifflichkeiten durchgesetzt. Statt Kompetenzen sagt man Wissen und Können, meistens ergänzt noch mit Wollen. Wenn man Aufgaben und Lebenssituationen bewältigt, muss man sich im Weiteren fast immer mit einer Sache auseinandersetzen, aber auch mit sich selbst und mit anderen Menschen. Kompetenzen bestehen deshalb aus Sachkompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen. Sie spielen bei der Bewältigung von Aufgaben bzw. Lebenssituationen zusammen. Diese einfacheren Begriffe von Heinrich Roth sind auch in der Arbeitswelt verbreitet, nämlich dann, wenn es um das Kompetenzprofil von Führungskräften und Mitarbeitenden geht. Als Mitglied einer Schulkommission musste ich beispielsweise auch schon die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen von Lehrpersonen beurteilen. Kompetenzen können im Weiteren kognitiv oder nicht kognitiv sein, beziehungsweise einen kognitiven oder nicht kognitiven Fokus haben. Das ist eine weitere Gliederungsdimension und zur Darstellung eignet sich natürlich dann die Matrix für diese beiden Gliederungsdimensionen. Die verschiedenen Teile, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig und das wird jetzt hier mit diesen Doppelteilen ausgedrückt. Zur Bewältigung von Aufgaben bzw. Lebenssituationen braucht es diese Teilkompetenzen kombiniert
und die Zuordnung zu den Kategorien ist nicht immer absolut. Eine differenzierte Werthaltung aufbauen als Selbstkompetenz hat beispielsweise starke kognitive, aber eben auch nicht kognitive Anteile. Alles Weitere ergibt sich nun aus dieser Grunddefinition. Es sind die Antworten auf 4 Folgefragen, die ich jetzt durchgehe. Folgefrage 1 ist, ja, welche sind denn die unterschiedlichen Aufgaben und Lebenssituationen, für die das Gymnasium die Schülerinnen und Schüler vorbereitet und wo die entsprechenden Kompetenzen erworben werden müssen? Die Antwort findet man natürlich im Bildungszielartikel, jetzt neu MAR Artikel 6. Und damit bin ich beim nächsten Punkt, gymnasiale Bildungsziele und Kompetenzerwerb. Im Bildungszielartikel, das ist bekannt, heißt es das. Das lese ich jetzt nicht mehr vor. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist das wirklich überall internalisiert. Die häufig verwendeten Kurzbegriffe sind dann persönliche Reife als allgemeine Hochschulreife bzw. für allgemeine Studierfähigkeit und als vertiefte Gesellschaftsreife. Die unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebenssituationen, für die das Gymnasium vorbereiten soll, sind also die künftige erfolgreiche Bewältigung eines Studiums und der künftige verantwortungsvolle Beitrag zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft. Im Gymnasium sollen sich die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Kompetenzen erwerben, nämlich eine allgemeine Studierkompetenz im Sinne der Kompetenz zur erfolgreichen Bewältigung eines Studiums und die Kompetenz zur verantwortungsvollen Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft. Das ist ganz bestimmtes Wissen und Können wollen. Es sind ganz bestimmte Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen, nicht etwa beliebige. Und damit bin ich bei der Folgenfrage 2. Ja, welche Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen genau sind das? Das sollte ja nun jetzt im neuen Rahmenlehrplan drinstehen und ich hoffe, dass das Richtige drinsteht, natürlich. Ich habe mich mit meinen Arbeiten immer wieder mit dieser Frage befasst und auch dazu publiziert. Die Frage ist aber noch in vielen Teilen wissenschaftlich unbeantwortet. Im neuen Rahmenlehrplan haben aber viele Leute mit Expertise zumindest plausible Antworten angestrebt. An einige wissenschaftlich erhärtete Konturen möchte ich hier aber doch erinnern. Zum Beispiel braucht es ganz bestimmtes Mathematikwissen und Können. Dabei ist für die allgemeine Studierfähigkeit nicht alles gleich wichtig. Lineare Gleichungen lösen können ist für viele Studiengänge wichtig, also auch für Soziologie und Psychologie. Determinanten von Matrizen berechnen können, ist hingegen für fast keine Studiengänge bereits Voraussetzung. Und die Gleichung von Pell herleiten können, ist für kein Studium Voraussetzung. Aber trotzdem hier und da im Lehrplan eben oder im Unterricht zu finden im Gymnasium. Was Voraussetzung für viele Studiengänge ist, habe ich zusammen mit meinen Mitarbeitenden untersucht und unter dem Titel der basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit zusammengestellt, wenigstens für Mathematik und Unterrichtssprache. Es gehören auch noch andere dazu, also auch wissenschaftliches Englisch beispielsweise und informatische Kompetenzen. Ergänzend zu den basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit braucht es für viele Studiengänge auch noch Spezialwissen und Können. Für Chemie braucht es zum Beispiel schon ordentlich viel Vorwissen in Chemie. Zwar beginnt ein Chemiestudium bei Null, aber in einem so hohen Tempo, dass es ohne Vorwissen nicht machbar wäre. Allgemein braucht es Spezialwissen und Können aus vielen Fächern. Dieses Wissen und Können ist keinesfalls beliebig. Dann braucht es noch überfachliche Kompetenzen, also beispielsweise gutes analytisches, schlussfolgendes Denken, Fähigkeit zur Selbstorganisation und so weiter. Die überfachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit, die sind jetzt im neuen Rahmenlehrplan ziemlich vollständig aufgeführt. Okay, also 3 Bereiche, basale, Spezialwissen und Können, überfachliche Kompetenzen, das alles braucht es für allgemeine Studierfähigkeit. Damit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auch auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet sind, brauchen sie noch mehr, nämlich Wissen und Können, das von keinem Studium vorausgesetzt wird. Vieles
aus dem Geschichtsunterricht beispielsweise und auch aus dem Literaturunterricht und aus weiteren Fächern, braucht man nicht als unabdingbare Voraussetzung zum Studieren, aber man braucht sie für die vertiefte Gesellschaftsreife und dort eben unabdingbar. Ich zeige Ihnen das, was ich jetzt gesagt habe, noch auf der Folie, die, glaube ich, bekannt ist und die ich immer wieder präsentiere. Also rechts die Ziele des Gymnasiums, dann die 4 Kategorien von Kompetenzen und dann die Unterrichtsfächer, in denen diese Kompetenzen erworben werden müssen. Wie bereits gesagt, im neuen Rahmenlehrplan sollte jetzt eben stehen, welches Wissen und Können bzw. welche inhaltlich richtig bestimmten Kompetenzen für die Erreichung von allgemeiner Studierfähigkeit und vertiefter Gesellschaftsreife in den verschiedenen Unterrichtsfächern am Gymnasium gefördert werden sollen. Ich komme zur nächsten wichtigen Folgefrage, das ist die Frage 3. In welchen zeitlichen und organisatorischen Unterrichtsgefäßen sollen die Kompetenzen für diese Ziele vermittelt werden? Damit bin ich bei diesem Punkt. Es ist der traditionelle Fächerkanon als curriculare Grundstruktur. Und hier kommt sofort die Unterfrage, ja, ist es noch zeitgemäß, den Unterricht immer noch in den traditionellen Fächern durchzuführen? Die traditionellen Fächer, die orientieren sich ja primär an den traditionellen universitären Fachwissenschaften und einige Akteure finden, nein, das ist eigentlich überholt. Die Alternative wäre die Gliederung nach den wichtigen Themen der heutigen Zeit. Man könnte zum Beispiel Nachhaltigkeit, Globalisierung, Friedensförderung oder auch Glücksfindung zum Unterrichtsfach machen. Wolfgang Klafki hat bereits 1993 von den epochaltypischen Schlüsselproblemen als curriculare Struktur gesprochen. Oder in der kaufmännischen Berufsbildung hat man sich gerade jetzt entschieden, dass man nicht mehr in den traditionellen Fächern unterrichtet. Es gibt jetzt dort 5 sogenannte Handlungskompetenzbereiche. Und die nenne ich jetzt, auch wenn sie wahrscheinlich Ihnen, gymnasiales Publikum, ein bisschen fremd vorkommen. Es heißt dort, Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen, interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld, Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen, Gestalten von Kunden- oder Lieferantenbeziehungen, Einsetzen von Technologien der digitalen Arbeitswelt. Am Gymnasium wäre es denn natürlich nicht solche berufliche Bereiche, sondern wichtige Schlüsselthemen wie eben Umweltproblematik oder digitale Gesellschaft oder Friedensförderung. Für das Gymnasium ist aber der Entscheid mit dem neuen MOR/MAV klar zugunsten der Bestätigung der sogenannten Fachwissenschaftsorientierung gefallen. Grundsätzlich soll also der Unterricht und damit auch die Kompetenzförderung weiterhin in den Fächern erfolgen, die sich an der Gliederung der universitären Fachwissenschaften orientieren. Die vor etwa einem Jahr in der NZZ geäußerte Befürchtung, es laufe nun beim Gymnasium gleich wie beim KV, bei der KV-Reform, hat sich nicht bewahrheitet. Es gibt auch verschiedene gute Gründe für die Fachwissenschaftsorientierung. Im Rahmenlehrplan sind sie beschrieben. Ich nenne 2 wichtige. Erstens die Einteilung der Betrachtung der Welt in die verschiedenen Wissenschaften und deren Beforschung in dieser Einteilung ist eine bewusst gewählte und etablierte Gliederung. Daran ändert die Zunahme von interdisziplinären Studiengängen und der interdisziplinären Forschung eigentlich wenig. Die interdisziplinären Studiengänge und die Forschungsprojekte dort, die kommen einfach dazu, die Grundlagenwissenschaften bleiben aber die gleichen. Zweitens, das Gymnasium ist der Zubringer zu diesen Wissenschaften. Damit ist die Vorbereitung auf ein Studium dieser Wissenschaften in gleichartigen Unterrichtsfächern eigentlich plausibel. Und auch zur Vorbereitung auf interdisziplinäre Studiengänge braucht es die Fachkompetenzen der Grundlagenwissenschaften. Das führt zur nächsten Darstellung. Alle Komponenten der Kompetenzen werden grundsätzlich in den einzelnen Fächern gefördert. Also nicht nur kognitive Sachkompetenzen, sondern auch Selbstkompetenzen, sozial-kommunikative Kompetenzen und nicht kognitive Kompetenzen. Ein guter Unterricht, der macht das eigentlich schon immer. Eine gute Didaktik leitet schon immer dazu an.
Wenn beispielsweise im Fach Wirtschaft und Recht im Rahmen des Staatsrechts in den Sachverhalt der verschiedenen Gesetzesstufen eingeführt wird, sollte es nicht nur um den Erwerb und die Anwendung des Wissens darüber gehen. Das wäre dann nur eine Sachkompetenz im kognitiven Bereich. Es sollte auch um die Förderung der normativen Kompetenzen gehen, nämlich eine eigene Werthaltung bezüglich der normativen Grundlagen einer so strukturierten Gesetzgebung in einem Rechtsstaat aufbauen. Das ist dann eben eine Selbstkompetenz mit kognitivem Zugang, die aber bezüglich der resultierenden Überzeugungen vor allem auch eine nicht kognitive Selbstkompetenz ist. Weiter sollte die Diskussion von Anwendungsfällen auch im Team erfolgen. Das ist dann eben eine sozial-kommunikative Kompetenz. Und nochmals, ein guter Unterricht hat diese Verknüpfungen eigentlich schon bisher gemacht. Die Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen erfordert dann einfach immer im Zusammenhang mit den Sachgegenständen des Fachs. Jetzt, es gibt auch Nachteile der Fachwissenschaftsorientierung und diese führen eben zur vierten Folgefrage. Welches sind diese Nachteile und wie lassen sie sich beheben, wenn man weiterhin in diesen fachwissenschaftlich orientierten Unterrichtsfächern unterrichtet? Damit bin ich beim Punkt 5, transversale Unterrichtsbereiche als curriculare Sekundärstruktur. Man muss ganz klar feststellen, im reinen Fachunterricht verlieren sich viele Schülerinnen und Schüler in Fachschubladen. Viele oder sogar die meisten anspruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft lassen sich aber nicht aus der Perspektive nur eines einzelnen Faches lösen. Es braucht Wissen und Können aus verschiedenen Fächern. Es braucht interdisziplinäre Verbindungen zwischen den Fächern und zuweilen fachergänzende Kompetenzen. Auch an den Hochschulen ist Interdisziplinarität zunehmend wichtig. Deshalb kommt jetzt die zweite curriculare Ebene eben ins Spiel, um die es ja eigentlich geht heute an dieser Tagung, nämlich die transversalen Bildungs- oder Unterrichtsbereiche. Transversal heißt zunächst, die Unterrichtsgegenstände speisen sich aus mehr als einem Unterrichtsfach oder sie enthalten zusätzliche Lerngegenstände, die in den Fächern noch gar nicht enthalten sind. Das Übergreifende bzw. Transversale kann gemeinsames, sachliches, personales und/oder soziales Können sein. Das ist dann typisch für die überfachlichen Kompetenzen. Das Transversale kann aber auch die Kombination von Fachkompetenzen selbst aus verschiedenen Fächern sein. Das ist typisch für die Interdisziplinarität. Im neuen gymnasialen Rahmenlehrplan sind es die Bereiche, die ich jetzt auch aufzeige, die haben Sie schon gesehen vorher bei der Einführung, nämlich zunächst die überfachlichen Kompetenzen. Sie lassen sich im Kern nicht nur einem Fach zuordnen, sondern das Können ist dann gleichartig in verschiedenen Fächern. Und, das habe ich schon angetönt, es können auch zusätzliche Kompetenzen sein, die sonst in keinem Unterrichtsfach gefördert werden. Ein Beispiel für dieses zweite, die personale Kompetenz der Förderung oder Stärkung der Resilienz, die ist in keinem Grundlagenfach verankert. Es braucht zusätzliches psychologisches Wissen und vor allem Können für deren Stärkung. Dann gibt es die basalen fachlichen Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit. Sie lassen sich eben einem Kernfach zuordnen, sind aber wichtig für viele andere Fächer bereits im Gymnasium, nicht erst an der Universität. Dann der transversale Einbezug der Digitalität, das ist, glaube ich, unbestritten, Hilfsmittel, Unterstützer oder als eigene Kompetenz. Dann die Interdisziplinarität allgemein, also allgemein die Verbindung mehrerer Fachdisziplinen im Hinblick nur schon auf deren Schnittstellen und Überlappungen, Überschneidungen oder eben zur Bearbeitung wichtiger interdisziplinärer Problemstellungen. Dann die überfachliche Wissenschaftsbedeutung, die ist zu einem Teil fachspezifisch, muss man natürlich sehen, aber es gibt auch fachgemeinsame Aspekte der, sage jetzt mal, vorwissenschaftlichen Wissenschaftsbedeutung.
Dann politische Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich klicke diese jetzt nicht so schnell durch, weil sie unwichtiger wären, sondern das sind jetzt ganz gezielt ausgewählte interdisziplinäre Themen, wo man in den Einzelfächern allein eben nicht dazukommt, wenn man hier nicht die Fächer gemeinsam darin einbindet. So, damit bin ich nein, das möchte ich noch klären, genau. Im neuen Rahmenlehrplan, da hat es verschiedene Begrifflichkeiten und die möchte ich jetzt doch auch noch klären. Also es gibt den Begriff der transversalen Unterrichtsbereiche. Der transversalen Unterrichtsbereiche, das ist der Überbegriff. Es handelt sich allgemein hier um zu erwerbende Kompetenzen, die sich aus mehr als einem Fach speisen. Jetzt kann ja das Schwergewicht auf den Inhalten sein oder auf dem Können des Gemeinsamen. Und wenn das Schwergewicht des Gemeinsamen auf den Inhalten ist, dann spricht man eben von transversalen Themen. Und wenn das Schwergewicht auf dem gemeinsamen Können ist, dann spricht man von transversalen Kompetenzen. Also transversale Themen und transversale Kompetenzen, das sind mögliche Ausprägungen der transversalen Unterrichtsbereiche, also mit dem entsprechenden Fokus. Ich glaube, das ist noch wichtig, oder das ganz klar im Kopf zu haben, wenn man diese verschiedenen Begriffe dann eben liest. Okay, jetzt, ich muss ein bisschen vorwärts machen und ich komme jetzt zum Gesamtrahmenmodell. Obwohl, die halbe Stunde habe ich noch nicht, aber ich habe später begonnen. Die roten transversalen Bereiche die sind jetzt hier im Modell der Fachstruktur eingebettet. Also die transversalen Bereiche, die überlappen sich mit den Unterrichtsfächern und es gibt noch ganz rechts die ergänzenden Fachbereiche, die im Kanon der Unterrichtsfächer noch nicht enthalten sind. Jetzt, Sie müssen hier die Einzelheiten nicht lesen, sondern Sie müssen einfach sehen, die Primärstruktur sind die Fächer und die Sekundärstruktur quer dazu, das sind die transversalen Bereiche. Die Darstellung, ich weiß, kommt nun ziemlich komplex daher, aber ich denke, das entspricht auch der Komplexität des Wesens der Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit und der Kompetenzen zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft. Auf der Folie sind die verschiedenen Verknüpfungen und Zusammenhänge zwischen den Teilen noch wenig sichtbar und ich lege Ihnen jetzt zur Erhöhung der Komplexität noch die Abbildung mit den vielen Pfeilen auf. Sie entspricht der Darstellung in Abbildung 1 im neuen Rahmenlehrplan, also so steht es drin jetzt dort. Ja, zur Komplexität sage ich noch etwas. Und zwar im Rahmen von 3 Punkten, die ich jetzt zum Schluss meines Inputs noch betonen möchte. Erstens, damit die transversalen Bereiche nicht nur auf dem Papier des Rahmenlehrplans bleiben und auch in der Schulpraxis umgesetzt werden, müssen die Fachlehrpersonen die Umsetzung zu ihrer Aufgabe machen. Stehen und fallen tut die ganze Sache mit dem konkreten Unterricht im Fach natürlich. Und der zweite Punkt, der schließt sich hier an, Fachlehrpersonen müssen deshalb nicht nur Expertinnen und Experten ihres Faches sein, sondern sie sollten auch Expertinnen und Experten für die transversalen Bereiche sein oder zu solchen werden. Insbesondere zu Expertinnen und Experten für überfachliche Kompetenzen. Wenn sie das nicht sind, ich sage umgekehrt, wenn Sie das sind, dann ist vielleicht auch diese komplexe Abbildung hier nicht mehr so abschreckend, wie das der VSG in seiner ersten Stellungnahme befürchtet. Es braucht zugegebenermaßen einige Zeit und Anläufe, bis man mit der Abbildung vertraut wird. Aber das braucht es ja an vielen Fachdisziplinen für schwierige Sachverhalte auch. Es ist ein neuer, didaktisch wichtiger Gegenstand hier. Für die Förderung der transversalen Bereiche braucht es aber nicht nur die Hinweise in den Fachrahmenlehrplänen im 3. Teil, sondern es braucht auch die konkrete Koordination zwischen den Fächern auf der Schulebene. Und hier sind dann die sozialkommunikativen Kompetenzen bei den Lehrpersonen gefordert.
Zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch ein weniger komplexes Bild zum Kompetenzbegriff. Ich habe das Cartoon im Schulblatt des Kantons Zürich gefunden. Ein Lehrerkollege wird beim Wühlen in fremden Fächern erwischt. Er sagt, ich habe eben überfachliche Kompetenzen. Die Karikatur ist noch gut. Sie macht nämlich, wenn auch in einer anderen begrifflichen Semantik, keinen Gegensatz zwischen Fachlichem und Überfachlichem. Sie kombiniert sie. Überfachliches ist nur möglich, weil es Fachliches gibt. Und das führt zu meinen letzten beiden Sätzen. Transversale Unterrichtsbereiche beziehungsweise transversale Themen und transversale Kompetenzen und deren Förderung sind in einer zeitgemäßen Bildung unabdingbar. Sie basieren aber ebenso unabdingbar auf einer soliden, disziplinären Bildung in den Fächern. Ich danke Ihnen. Merci, cher professeur, pour cette contribution très riche en contenu et qui aborde vraiment des questions de fond. C'est toujours un plaisir de vous entendre. J'espère que les francophones ont aussi eu accès au professeur avec la traduction. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a accès en tant que francophone au professeur Eberle. En fait, ça demanderait certainement un espace de discussion en soi. Voilà, on pourrait vous écouter certainement toute la matinée. Ce que je propose peut-être, c'est s'il y a une question voilà, brûlante dans le public, peut-être qu'on peut prendre le temps pour une question. Et puis autrement, le professeur Eberle est encore avec nous aujourd'hui, et lui, c'est aussi quelqu'un de très accessible. Voilà. Est-ce que voilà, il y aurait une question brûlante que vous aimeriez poser avant qu'on continue notre journée? Genau, man fürchte mal. Il y a quand même... Alors on va peut-être quand même... Okay. Attendez, j'ai le micro. C'est le 2, die 2. Urs Sachser, Kantonsschule Schaffhausen. Lieber Franz, die Umsetzung ist ja sehr anspruchsvoll. Hast du oder kannst du etwas sagen zu den notwendigen Ressourcen, die du siehst im Zusammenhang mit dieser Umsetzung bei den einzelnen Schulen? Nein, da kann ich nichts sagen. Ja. Tut mir. Aber es braucht viel Arbeit, oder? Das ist mir klar. Ja. Ja, danke Franz für deine Ausführungen. Marc Eyer, Institutsleiter Sek 2 PH Bern. Inwiefern sind die transversalen Unterrichtsbereiche bildungspolitische Modeerscheinungen, die in Anbetracht unseres gesellschaftlichen Wandels in 5 Jahren schon wieder ganz andere sind? Ich denke, das allgemeine Konzept der Interdisziplinarität und der überfachlichen Kompetenzen, das ist relativ konstant. Und die konkreten Themen, oder? Die konkreten Themen, politische Bildung, nachhaltige Entwicklung, das entspricht natürlich der Zeit, Digitalität vielleicht auch, aber in meiner Einschätzung sind das nicht nur mittelfristige, sondern längerfristige wichtige Themen. Also ich meine, dass nicht nur Modeerscheinungen gewählt wurden hier. On prend encore une dernière question peut-être, madame? Theresa Moral, Kantonsschule Schaffhausen. Zuerst eine Befürchtung, ohne Ressourcen keine Umsetzung möglich. Dann die Frage, wir Lehrpersonen werden ja jetzt neu, sollten eigentlich Superheldinnen und Helden sein. Wie werden wir geschult? Wer stellt Mittel zur Verfügung für die Weiterbildung? Und sind die PHs und die Universitäten, Erziehungswissenschaften informiert, dass sie die neuen Lehrerinnen und Lehrer anders ausbilden oder eben zusätzlich ausbilden müssen? Das muss koordiniert werden. Ja. Danke. Ja. Sehr gute Fragen. Ich beantworte gleich die letzte. Ich denke, die
Ausbildungsstätten für das Lehrdiplom für Maturitätsschulen, die machen das wirklich zu ihrer Aufgabe. Also ich habe gesehen oder stelle fest, verschiedene Aktivitäten, die jetzt angegangen werden. Universität Zürich zum Beispiel, dort gibt es jetzt dann gleich eine Sitzung, oder, was das heißt für die Ausbildung von Lehrpersonen. Es ist klar, die Ausbildung muss hier in die Pflicht genommen werden und für bestehende Lehrpersonen natürlich die Weiterbildung. Und zu den Ressourcen kann ich leider nichts sagen. Aber es braucht natürlich Ressourcen, das ist klar. Merci. Alors une toute dernière question et puis après je vous propose de poser vos questions individuellement à M. Berlet lors de la journée. Gut, dann freut es mich, dass ich das Wort habe. Martin Preit, Präsident der Geschichtslehrpersonen. Bei unserer ersten Lektüre innerhalb der Geschichtslehrpersonen ist sehr stark beim Kompetenzbegriff sehr stark das Wollen aufgefallen und hat sehr viele Diskussionen nach sich gezogen. Und es ist aufgefallen, dass bei dir das Wollen in Klammern war beim Kompetenzbegriff. Und das Hauptproblem dabei ist, dass es tendenziell die Würde und die Freiheit unserer Schüler, Schülerinnen untergräbt. Deshalb die Frage in der starken Lesung, die jetzt drin ist, dass das Wollen so stark verankert ist, wie stark ist das gemeint, wenn es hier jetzt in Klammern ist? Es ist so, dass wenn man die Literatur anschaut, dann ist sicher überall das Wissen und Können dort drin. Mache ich was falsch? Da ist sicher das Wissen und Können drin und zum Teil aber wird das Wollen, das ja eigentlich bei den Selbstkompetenzen drin verankert ist, wird dann auch noch auf diese Ebene heraufgenommen. Eigentlich ist es plausibel, oder? Damit ich Aufgaben löse, da braucht es nicht nur Wissen und Können, sondern ich muss das auch wollen. Aber ich würde jetzt dem nicht eine so starke normative Gewichtung geben. Das heißt nicht, dass wir alle Schülerinnen und Schüler dazu führen müssen, dass sie normativ begründete Kompetenzen, dass sie dann aufgrund von ihrer Werthaltungen halt vielleicht auch das nicht unbedingt wollen oder dass wir die Schülerinnen und Schüler nicht in ein Korsett zwingen, natürlich. Aber letztlich sagt das Wollen auch, es braucht, um eine Aufgabe anzupacken, eben auch die Motivation dazu, die Aufgabe anzupacken. Und motivieren, die Schülerinnen und Schüler motivieren, ist ja unbestritten in der Schule. Aber wir können es gerne im Detail noch besprechen. Professeur, un grand merci pour votre disponibilité et puis votre engagement sans faille pour la maturité. Merci. Gerne. Alors, j'aimerais maintenant passer la parole au professeur Frédéric Darbelay, qui lui va mettre l'accent sur l'interdisciplinarité, qui est un autre défi majeur de l'école de demain. Frédéric Darbelay est professeur associé à l'Université de Genève, dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Il est responsable de la cellule inter- et transdisciplinarité au sein du Centre interfacultaire en droit de l'enfant et directeur adjoint de ce centre. Ses enseignements et ses recherches abordent l'interdisciplinarité dans toutes ses dimensions. Et il nous propose de réfléchir aux enjeux de la mise en œuvre de l'interdisciplinarité dans les gymnases, mais aussi à sa contribution pour faire face à la complexité du monde qui se dessine. Professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour cette invitation et puis salutations à vous tous, chers collègues, également les personnes qui sont en ligne. Peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais peut-être faire 3 observations. Depuis le début de cette matinée, j'apprends aussi beaucoup de choses sur cette nouvelle maturité pour avoir aussi appris préalablement des choses sur d'autres plans d'études. Je pense au petit frère du PECS et le père, le plan d'études au niveau de scolarité précédent où des enjeux très similaires finalement se retrouvent et puis peut-être aussi se dire qu'on aurait à apprendre des expériences des uns et des autres aux différents niveaux de la scolarité, pas seulement gymnasiale mais aussi pré-gymnasiale et universitaire. Vous verrez aussi que mon propos est nourri de cette expérience, en particulier au sein de l'université quant aux enjeux de l'enseignement et de la recherche interdisciplinaire.
La première observation que je voulais faire, c'est qu'on voit très bien qu'on est dans un moment très institutionnel de consultation autour de ce plan d'études. Et puis vous dire qu'on a aussi, nous, dans l'université, à différents niveaux et à d'autres niveaux aussi de scolarité, vécu ces moments de production discursive, certes informée par la science, de consultation élargie. Et finalement, on doit se poser la question, et c'était le mot central du premier sondage tout à l'heure, la chance. Effectivement, ce moment est une chance parce qu'il peut impliquer des transformations durables de nos structures d'enseignement, mais que ferons-nous pour que cette chance ne devienne pas parfois une déception, un lot de difficultés parfois insurmontables pour certains établissements qui se sentent démunis face aux enjeux de la mise en œuvre de telles perspectives, en fait. Je vous le dis comme ça parce que je l'observe, moi, à mon niveau aussi. On a, dans l'université, participé à la production de ce type de documentation, de vision. Et finalement, quand on se met au travail, c'est à ce moment-là qu'on ressent le besoin d'accompagnement, de soutien aussi aux enseignants, aux élèves, aux institutions et aux structures pour réussir finalement et atteindre les objectifs que l'on s'est fixés à travers ces productions discursives, réglementaires, discursives et de cadre plus général. La deuxième remarque concerne, et c'est un certain nombre de termes qui ont circulé depuis ce matin, c'est cette sorte de dualisme, même mon collègue précédent l'a bien souligné, c'est pas un dualisme, il n'y a pas de contradiction entre ces termes, on veut les penser ensemble, mais c'est de penser qu'on en a d'un côté des contenus, des matières, des éléments fondamentaux, des disciplines, et de l'autre côté, des compétences. Par rapport au fondamental, on a du transversal, par opposition à des disciplines, on a l'interdisciplinarité. Et se pose la question de la place qu'on fait à ce deuxième versant de l'opposition, c'est-à-dire de la transversalité des compétences, qui, et là je vous parle de mon expérience, sont d'une certaine manière aussi des contenus. Puisqu'on peut, et l'on enseigne ces contenus-là, pour ce qui concerne mon expérience au niveau universitaire en particulier, aux différents niveaux de formation à l'université, principalement au niveau master, niveau de formation doctorale. Et donc on doit se poser la question aussi de quel statut on donne à ces compétences transversales et dans quelle mesure on en fait un contenu à part entière et comment on le met en œuvre au sein de nos plans d'études, sachant qu'il y a parfois le risque de déléguer finalement cette responsabilité quant au développement de compétences transversales aux disciplines, en disant voilà, dans chaque discipline, prenez en charge cette question de la transversalité. Finalement, ça devient le problème des enseignants en charge des disciplines de traiter cette question de la transversalité, alors même qu'il faut y former les enseignants et donner des places substantielles dans le cursus. Ça fait ma troisième remarque. On n'est pas là pour faire des statistiques, mais j'ai vu tout à l'heure un pourcentage qui a été un peu annoncé. En gros, le travail interdisciplinaire représente 3% du plan d'études. De manière provocative, on pourrait dire ici, c'est à l'inverse. Et si on avait 97% de transversalité, puis 3% de discipline fondamentale, qu'est-ce que ça donnerait en termes de système de formation? Et puis, je me suis amusé à me dire, mais combien représente de pourcents dans la formation dans laquelle, en tout cas, je suis impliqué? C'est vrai qu'on essaie vraiment de pousser cette question des compétences transversales, de l'interdisciplinarité. Puis on est, j'ai fait le calcul, on est en 20 et 30% peut-être du temps de crédit ECTS consacré dans la formation à enseigner sur ces questions-là, à accompagner les étudiants dans leur parcours de formation pour les doter de ces fameuses compétences dites transversales. Voilà, c'était 3 observations peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet qui me paraissent importantes et qui vont aussi nourrir ce que je vais vous dire maintenant. Puis effectivement, ici, cette petite citation introductive, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Et c'est vrai, quand on réfléchit à cette question de l'interdisciplinarité, on pourrait se dire que l'interdisciplinarité, c'est une innovation dans nos systèmes d'enseignement et de recherche. Mais si l'on entend innovation comme faire toujours plus de la même chose, finalement, c'est peut-être pas l'idée de l'interdisciplinarité qu'on peut se faire dans une vision beaucoup plus créative et transformatrice, finalement.
qu'est-ce que l'interdisciplinarité peut amener de manière transformateur dans nos systèmes d'enseignement, de recherche, de formation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir hériter des structures d'enseignement existantes, mais il faut aussi s'ouvrir à une forme de transformation de ces systèmes et aussi se projeter dans le futur de nos systèmes de formation et de recherche. C'est-à-dire quelle est, si je parle pour l'université, de manière prospective, l'université dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et penser aussi à cette dimension temporelle. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais consacrer ce moment à vous expliciter quelques éléments autour de ces trois concepts qui me paraissent très importants pour situer de manière très synthétique les enjeux autour de l'interdisciplinarité. C'est d'une part la posture, c'est-à-dire quelle attitude on a individuellement, les enseignants, quelle attitude ont les élèves, quelle attitude ont les institutions, les établissements, les directions d'établissements par rapport à l'interdisciplinarité, à ces enjeux-là. Quels sont les principaux concepts? Parce qu'on parle d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Il y a toute une littérature, une science de l'inter et de la transdisciplinarité qui, aujourd'hui, travaille sur ces questions et permet de stabiliser un certain nombre de concepts. Et puis enfin, je porterai mon attention sur, après la question du quoi, ce qu'est l'interdisciplinarité, mais qui sont les gens quels sont les profils des gens qui prennent en main cette question de l'interdisciplinarité. Et on pourra se poser la question de qu'en serait-il alors dans le cadre du plan d'études qui est en cours de discussion. Sur la posture, ce philosophe des sciences Karl Popper qui nous disait ce propos très important, que nous ne sommes pas des étudiants d'une matière, mais des étudiants de problèmes. Et les problèmes peuvent traverser les frontières de n'importe quelle matière ou discipline. Et ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la tension entre contenu, discipline, interdisciplinarité, c'est vrai qu'en tout cas, ce qu'on essaie de développer, nous, dans cette approche interdisciplinaire, c'est de dire on va partir de problèmes, de thématiques, ça a été dit tout à l'heure, de thèmes transversaux, et c'est ça qu'on va mettre au cœur du système. Et on va ensuite aller chercher des compétences disciplinaires, pluridisciplinaires, pour aller ensemble, enseignants, étudiants, dans des formes de process, de dynamique, de résolution de problèmes en particulier. Et quand on a dit ça, on dit aussi, donc celui-là, je n'ai pas besoin de le présenter, le physicien, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même type de pensée que nous avons utilisé lorsque nous les avons créés. Et ça, c'est une petite critique quand même à cette vision monodisciplinaire qui, de par son mode de fonctionnement, en particulier, si je pars de très loin de la recherche scientifique, par l'utilisation de concepts extrêmement bien délimités, de méthodes particulières, produit bien sûr des connaissances fondamentales très importantes, une grande valeur aussi pour la société, mais crée aussi un certain nombre de biais, de difficultés, d'aveuglement aussi à la complexité, le mot a été dit tout à l'heure, à la complexité du monde, à la complexité des thématiques qu'on veut traiter. Donc il faut, quand on veut s'aventurer sur ce chemin de l'interdisciplinarité, se dire qu'aussi on doit peut-être changer de paradigme scientifique dans la manière dont on conçoit la science, on conçoit ensuite la transposition didactique de ce qu'on sait en science dans l'enseignement, et puis de réfléchir à de nouvelles méthodes d'enseignement en particulier. Du coup, ça appelle à un état d'esprit qui me paraît très important pour atteindre ce type d'objectif. Et puis ce conseil vaut à la fois, je pense, pour les élèves, pour les enseignants, pour les directions d'établissement, pour les chercheurs, un peu pour tous les acteurs qui composent notre système de l'enseignement, de la recherche et de la formation. Tenez-vous éloigné des personnes négatives, elles ont un problème pour chaque solution. Et c'est effectivement cette tendance que l'on a, vous l'avez peut-être constaté dans vos pratiques professionnelles, quand on arrive avec une idée qu'on pense nouvelle, qu'on l'a proposée à nos collègues, en l'occurrence l'interdisciplinarité, on va nous dire, mais oui, c'est important, l'interdisciplinarité, les compétences transversales, ce sont les défis du XXIe siècle, pour comprendre la complexité du monde, c'est important, mais on n'a pas le temps pour le faire, on n'a pas de moyens pour le faire, on ne sait pas comment le faire, etc. Donc c'est une logique du oui, mais. Et ce qu'on essaie plutôt de promouvoir, c'est une logique du oui et, c'est-à-dire oui, c'est important, et alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quel accompagnement on apporte aux enseignants, aux élèves pour atteindre
ces objectifs en particulier et rendre ce que l'on pensait impossible possible. Donc je pense que cette dimension état d'esprit qui peut paraître très, très générale, très générique, en tout cas on la vit nous au quotidien, est très importante à thématiser lorsqu'on souhaite développer ces programmes interdisciplinaires, de se donner aussi le temps de se connaître, de se comprendre et de partager une certaine éthique finalement du travail interdisciplinaire dans le respect mutuel des disciplines en présence et dans le respect aussi de ceux et celles qui sont en charge de développer ces compétences transversales. Donc tout part finalement de l'idée que l'on a des disciplines qui existent. Donc on ne va pas ouvrir cette boîte de Pandore aujourd'hui, mais est-ce que les disciplines existent réellement en tant que telles ou est-ce que ce sont des constructions provisoires qui sont parfois amenées à disparaître? Ce que je pense qu'il y a le cas, mais l'histoire des sciences nous le montre, on ne va pas développer ça tout de suite, mais partons de l'idée que les disciplines existent, qu'elles sont multiples, qu'elles sont parfois elles-mêmes interdisciplinaires, voire plurielles. Donc là, des disciplines qui viennent de la recherche, mais qu'on retrouve par déclinaison aussi dans les différents plans d'études aux différents niveaux de la scolarité. Et la question qu'on se pose, mais c'est finalement, on a des disciplines, mais quel lien, au pluriel, on va pouvoir construire entre les disciplines? Et cette question du lien, finalement, passe par une volonté de stabilisation des concepts qu'on utilise pour parler à la fois du décloisonnement entre les frontières disciplinaires et des types d'articulations qu'on peut construire entre les disciplines. Donc vous voyez déjà, donc, tout ce que je vous raconte là, il y a une forme de science de l'inter et de la transdisciplinarité. Et c'est typiquement sur ce genre d'objets que l'on travaille et à partir desquels on accompagne les étudiants, les chercheurs, les doctorants dans leur parcours de formation. Donc il y a beaucoup de concepts dans la littérature. Bien sûr, la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, l'alterdisciplinarité, la paradisciplinarité. Para, c'est à côté. On dit parfois l'innovation, c'est penser à côté, regarder à côté de sa discipline. Postdisciplinarité, alors je parlais de manière provocative tout à l'heure, mais si on inversait le ratio, c'est 97% de transversalité, puis 3% de disciplinarité, pour résumer. Postdisciplinarité, c'est quoi l'université du futur, par exemple, dans un état d'après les disciplines? Si les disciplines perdureront dans le temps, où on aura éventuellement des reconfigurations et de nouveaux scénarios de développement à développer pour une université postdisciplinaire. Voilà. C'est important de se projeter aussi et d'imaginer l'impossible. Qu'est-ce qu'on fait si l'impossible se réalise? Mais je ne vais pas aller en détail sur cette notion de postdisciplinarité, simplement pour vous dire que dans la littérature, et moi j'aime bien mettre la notion de disciplinarité parce que je me suis aperçu que dans les travaux sur l'interdisciplinarité, très souvent on ne définit pas la discipline. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Les disciplines, elles existent, donc c'est un nom questionné, et on construit sur des bases apparemment très solides qu'on appelle les disciplines. Sauf qu'une discipline, c'est aussi très diversifié de manière interne, et elles ont une existence relative aussi. La pluri- ou multidisciplinarité, l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Je ne vais pas entrer en détail dans chacun de ces concepts, mais simplement montrer peut-être un petit point de bascule entre la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité. Et pourquoi je pense qu'il y a là un défi vraiment crucial, en l'occurrence mis en discours, en scène aussi dans ce nouveau plan d'études, et pourquoi il nous faut bien réfléchir à ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, et à la manière dont on va accompagner tout ce processus de transformation. Vous avez ici une illustration de la fameuse fable des aveugles et de l'éléphant. Donc métaphoriquement, l'éléphant, c'est l'objet d'étude complexe, quel qu'il soit, dans différentes matières ou thématiques. Et chaque aveugle touche une partie de l'éléphant, voit quelque chose de différent dans cet objet qui apparemment est unifié. Et il est vrai que dans l'approche multidisciplinaire, on a une tendance à réunir des spécialistes de différentes disciplines, puis chaque spécialiste regarde un élément ou s'attaque à un élément à partir de son langage disciplinaire propre, de cet objet, ici métaphoriquement cet éléphant. Mais vous voyez qu'il y a en tout cas 3 réalités différentes de cet éléphant, donc 3 représentations quelque part incompatibles
d'une part une sorte de pieuvre, un enfant et une sorte de hérisson. Donc la pluralité qui est inhérente à cette approche multidisciplinaire, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de construire, cette diversité va nous permettre de construire des cheminements interdisciplinaires, voire transdisciplinaires. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut évacuer définitivement les disciplines et de même de critiquer de manière trop massive la multidisciplinarité, mais à mon sens, ce n'est qu'un premier pas vers une forme d'interdisciplinarité qui pose des questions et des enjeux méthodologiques, épistémologiques aussi beaucoup plus fondamentaux. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos enseignements en particulier, c'est de développer des pratiques intégratives avec les élèves pour leur permettre à la fois de décrypter, de comprendre, mais de s'attaquer à des objets beaucoup plus complexes. Typiquement cet éléphant bigarré qui est un mixte des éléments qui étaient disjoints tout à l'heure, mais qui est un objet nouveau, si vous voulez. En quelque sorte, le tout est plus que la simple somme des parties, qui est un principe fondamental de l'approche en théorie de la complexité. Et typiquement, quand on travaille de manière interdisciplinaire, on a affaire à ce type d'objet. Et pour cela, on voit bien qu'on va réunir peut-être des enseignants de différentes disciplines, mais il y a aussi un savoir, une connaissance de ces mécanismes, finalement, liés à une forme de créativité scientifique qui nous permettent de co-construire ensemble ce type d'objets hybrides, intégratifs, et qu'on ne peut pas comprendre à partir d'un seul point de vue disciplinaire, ces points de vue disciplinaires futiles multiples. Et donc voilà sur quoi on travaille. Transdisciplinarité aussi, le concept a été amené tout à l'heure. Vous dire aussi en quoi consiste cette approche transdisciplinaire et est-ce qu'elle peut aussi être éventuellement déclinée à différents niveaux de formation. On le fait en recherche, on le fait dans le cadre de l'université. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être transféré, adapté? C'est une idée qui est apparemment assez simple, c'est de se dire que, si je parle du point de vue des scientifiques, nous sommes des scientifiques, nous produisons un discours scientifique dans lequel on se pose des questions scientifiques, on essaie de résoudre des problèmes scientifiques, on essaie de valoriser les résultats de nos recherches scientifiques en publiant dans des revues disciplinaires, voire interdisciplinaires. Mais à l'autre bout de ce champ, l'autre pôle qui est concerné, c'est bien sûr la société en général, si vous voulez, qui véhicule des discours sociaux, mais pour lesquels on a des problématiques sociales, politiques, culturelles liées aux enjeux dits du XXIe siècle que vous connaissez tous. Et pour cela, on a besoin de résultats concrets, pratiques, implémentables, dans une temporalité plus immédiate finalement que de l'autre côté la recherche fondamentale qui aurait un temps plus long pour se développer. Et l'idée de la recherche transdisciplinaire, de ces pratiques transdisciplinaires, c'est de connecter finalement ces deux mondes, le monde de la science et le monde, disons, social, pratique de la société, en co-construisant des process ensemble, méthodologiques. Et surtout, un autre point qui est très important, puis je fais le parallèle avec l'école, c'est est-ce que cette dimension de partenaires extrascolaires est considérée et est-ce que des partenaires extrascolaires ont une place dans les pratiques d'enseignement elles-mêmes? Si je fais le parallèle, pour dire que typiquement dans la recherche transdisciplinaire, l'idée c'est d'intégrer dans le processus de recherche les acteurs concernés par la recherche. Donc c'est une forme aussi de partage d'expertise entre je mets des guillemets, experts scientifiques, sachant que l'expertise, elle est multiple, n'appartient à mon sens pas qu'à la science, et des experts des domaines concernés qui sont des gens hors des systèmes académiques. Ça a été dit tout à l'heure, je suis dans un centre interfacultaire en droit de l'enfant, mais typiquement, les enfants sont pour nous non seulement des objets d'étude, et on fait non seulement de la recherche sur les enfants, mais aussi de la recherche avec les enfants, en impliquant les enfants dans le processus de recherche, et ce, dès le départ. Donc ça change tout quand vous faites ça, c'est-à-dire que les enfants participent à l'élaboration des questionnements, au développement méthodologique, etc. Et donc se poser aussi la question de cette vision transdisciplinaire et quelle place on peut lui donner dans nos réflexions. De manière très synthétique, comme je dis toujours à mes étudiants, je ne suis pas en train de dire que vous devez être tous des experts de la transdisciplinarité ou de l'interdisciplinarité, mais qu'on va les accompagner dans ce processus de changement. Et puis que la question, c'est où on se situe sur ce gradient, en fait. Je peux être
je peux être très confortable dans un horizon disciplinaire et travailler dans des groupes interdisciplinaires, transdisciplinaires, en partageant mon expérience avec des experts, par exemple de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité. Je peux aussi, je reviendrai vite tout à l'heure là-dessus, développer mon parcours de formation en allant, par exemple, de la disciplinarité vers de la multi, de l'inter, de la transdisciplinarité, etc. Donc la question, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire où je dois me situer, mais que je peux me situer à différents moments aussi de ma propre trajectoire de formation sur ce gradient qui va de formes de collaboration très réduites à des formes de collaboration de plus en plus importantes, non seulement entre les disciplines, mais aussi entre, si vous voulez, le monde de la formation, de la recherche et les acteurs de terrain, les partenaires externes. Donc ça, c'est un peu le quoi. C'est quoi l'interdisciplinarité, c'est quoi la transdisciplinarité. Et puis, je voulais, de façon, pour aller vers une conclusion, vous entretenir cette fois du qui. On parle beaucoup de l'interdisciplinarité. Moi, je prône de plus en plus une interdisciplinarité centrée sur l'humain, un peu comme dans les approches de design. Human-centered design, c'est dire, mais l'interdisciplinarité, c'est important, c'est un concept qui est largement véhiculé dans les discours académiques, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui font l'interdisciplinarité au quotidien, qui la vivent, et quelles sont les difficultés, les potentialités, mais aussi parfois les difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est se poser la question de ces égos disciplinaires qui, je disais en introduction, sont parfois aussi des freins à l'innovation et en particulier la créativité interdisciplinaire. Chaque discipline est comparable à un bocal. Une fois qu'on est dans ces bocaux, il faut du génie pour en sortir ou innover. On croit habiter des frontières naturelles. Jean Cocteau également qui nous dit que les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. Mais j'allais dire que les disciplines aussi, ou les disciplinaires, devraient parfois réfléchir avant de renvoyer une image qui est très souvent présentée comme quelque chose d'unifié, de giron de l'expertise, et qui, d'une certaine manière, pose une prévalence des disciplines sur l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité est quelque chose venant toujours après les disciplines, qui d'ailleurs, dans les carrières académiques, peut parfois se résumer à un luxe pour professeurs à la retraite, puisqu'ils ont passé une vie à devenir experts dans une discipline. Finalement, on n'a plus le temps de travailler sur l'interdisciplinarité. Donc, sans mettre les disciplines à la poubelle de l'histoire des sciences, quand même se poser la question de c'est quoi une discipline, c'est quoi une matière, et puis comment ces disciplines et ces matières peuvent s'ouvrir au dialogue interdisciplinaire également. Je passe là-dessus, mais ça a été aussi l'objet de nombreuses publications, de projets financés en particulier aussi par le Fonds national de la recherche scientifique pour comprendre ces mécanismes finalement de l'interdisciplinarité et aux enjeux de la collaboration interdisciplinaire. Et à travers ces recherches, je trouve intéressant de vous parler aussi de cela. Ce que l'on observe, c'est que je parlais des limites des disciplines, de cette idée même de la disciplinarité comme quelque chose d'homogène et de figé. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est que finalement, il y a une grande diversité de profils, de personnes, de chercheurs et d'enseignants, qui certes sont disciplinaires, puisque tous, d'une certaine manière, nous disent être disciplinaires, d'avoir une discipline de base de formation, mais qui tous aussi, lorsque l'on passe du temps avec eux, qu'on observe leurs pratiques, qu'on investit de manière réflexive leur parcours à travers des entretiens, à travers un dispositif méthodologique très diversifié, très mixte, on s'aperçoit que tous les disciplinaires ne sont pas que disciplinaires. Donc peut-être qu'après 2 heures d'entretien avec un disciplinaire, il vous dit mais finalement, est-ce que je suis si disciplinaire que ça? Parce que vu la manière dont je travaille, je vais peut-être beaucoup plus hybride que prévu, parce que c'est vrai que finalement, j'ai une double formation, par exemple. Je suis dans 2 domaines, où je suis un migrant, parce que j'ai passé d'une discipline à l'autre, avec un énorme potentiel de créativité scientifique, mais aussi, bien sûr, vous imaginez des difficultés. Le migrant, il est impur dans toutes les disciplines, finalement, même s'il circule entre les disciplines. Les thématiques, c'est beaucoup de jeunes
de jeunes étudiants, chercheurs qui nous disent, mais au fond, et ça a été dit tout à l'heure, l'éducation au développement durable, toutes ces éducations A, si je les retraduis dans les formations à l'université, c'est les studies. Quand je suis formé en, ce qui pour le conscient chez nous, c'est des études interdisciplinaires en droit de l'enfant, les gender studies, les visual studies, etc. Tous ces domaines interdisciplinaires fait qu'on génère aussi de nouvelles générations d'étudiants qui s'identifient à des thématiques plus qu'à des disciplines. Donc, créer une nouvelle identité qui n'est pas strictement disciplinaire, mais également thématique. Donc, de nouvelles compétences aussi qui sont développées à travers cela. Ce qu'on a appelé les natives, c'est ceux qui nous ont dit, mais en fait, moi, je suis né dans l'interdisciplinarité. Alors, j'allais dire parce que j'aurais fait la nouvelle future maturité gymnasiale. Donc, on m'a bercé au biberon de l'interdisciplinarité et ça a continué ensuite. Et finalement, je me sens interdisciplinaire, pas disciplinaire. Les transdisciplinaires, typiquement ceux qui travaillent en mobilisant le référentiel théorique que je vous ai présenté tout à l'heure et qui travaillent vraiment avec les acteurs de terrain et qui en ont fait une forme d'expertise à part entière. Et les derniers, enfin, mais ce n'est pas la majorité, c'est ce qu'on pourrait dire les indisciplinaires, ceux qui sont indisciplinés et qui s'opposent de manière frontale au système dominant, qui est une forme de remise en question radicale des logiques de l'homo academicus dans son fonctionnement disciplinaire, ses relations de pouvoir, de territorialisation académique et d'appartenance à des tribus qui se font la guerre au sein des sciences, et donc qui s'opposent à tout cela et dans une perspective très disruptive, radicale et révolutionnaire. Donc tout ça pour dire qu'il y a, je disais tout à l'heure, il y a différentes trajectoires, mais il y a aussi différents profils que je peux essayer à différents moments aussi de mon parcours. On a étudié aussi cela, c'est-à-dire des disciplinaires qui s'hybrident et qui migrent, qui deviennent experts interdisciplinaires. Voilà. Et donc, encore une fois, ce n'est pas de se dire à quelle catégorie j'appartiens, mais dans quelle catégorie je me situe à peu près, et puis quel est mon potentiel d'évolution et de transformation pour devenir peut-être aussi quelqu'un d'autre. Ce qu'on a observé aussi, c'est ce qu'on appelle ces profils typiquement en T, les T-shaped profils. J'ai un approfondissement disciplinaire qui peut être plus ou moins d'ailleurs profond, mais la barre transversale, c'est justement ces compétences transversales. Je développe aussi de manière comme si je m'augmentais en fait en termes de compétences non seulement disciplinaires, mais aussi transversales, transdisciplinaires. On a aussi des profils en PI, des gens qui ont 2 spécialisations, mais qui développent aussi ces compétences transversales. Et on peut imaginer toutes les configurations possibles qui posent la question aussi de la manière dont des profils type en peigne, comb-shaped profile, peuvent évoluer, survivre dans un système qui peut-être ne permet pas totalement leur épanouissement. Et ça pose aussi la question peut-être dans leur relation à l'enseignement entre le spécialiste généraliste et les différentes options qu'on peut prendre par rapport à ça, les nouvelles combinaisons qu'on peut imaginer entre spécialisation et transversalité. Juste avant de conclure sur, je voulais parler tout à l'heure des trajectoires, ce qu'on observe aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de problème avec, et on a besoin d'experts disciplinaires, voire même hyperdisciplinaires, dans des groupes interdisciplinaires, pour avoir aussi ces apports d'expertise profonde, mais de ces profils qui aussi peut-être continueront à être disciplinaires, creuseront leur sillon disciplinaire, et puis en soi, on a besoin de cette diversité aussi là. Mais il y a aussi des profils de personnes qui s'engagent dans des processus de continuité, de progression, de transformation et qui s'interdisciplinarisent progressivement, si vous voulez, soit de se métamorphose, soit aussi, peut-être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au nomadisme, opèrent à un moment donné des bifurcations professionnelles ou disciplinaires plus ou moins brusques. Tout ça pour dire que toutes ces trajectoires qu'on observe, malgré tout ce qu'on peut nous dire, voilà, j'aurais fait une formation gymnasiale, choisi une spécialité à l'université, cette narration finalement du parcours disciplinaire, on sait, on le vit tous d'une certaine manière, et surtout quand
s'attarde sur les trajectoires individuelles, que les choses sont beaucoup plus complexes et que parfois il y a justement des opportunités, des effets inattendus qui se présentent et qui nous ouvrent de nouvelles perspectives, finalement, à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. De manière conclusive, c'est un peu mon message de la fin, vous avez ici c'était cette fameuse revue Nature qui avait fait un numéro spécial sur l'interdisciplinarité et le positionnement était intéressant en fait. C'est que finalement l'interdisciplinarité, c'était la cohabitation de super-héros disciplinaires. Alors pour moi c'est très multidisciplinaire en fait, c'est des super-héros disciplinaires mais comment vont-ils faire pour coopérer ensemble s'ils ont tous leur ego, leurs forces spécifiques, leur spécialisation. Et au fond, le message conclusif que je voulais vous donner, c'est que ce qu'on essaie, nous, de transmettre, c'est l'idée qu'on peut être à différents moments, différents super-héros, et puis exercer ces identités multiples, et puis surtout avec l'espoir qu'on puisse, au sein de nos systèmes académiques, finalement, permettre la cohabitation, même la symbiose entre certes des profils disciplinaires, certes la disciplinarisation, mais aussi l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité et ces fameuses compétences transversales, dites aussi compétences du XXIe siècle, compétences psychosociales, etc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À disposition. Beaucoup, professeur, pour ces réflexions qui ouvrent un peu les choses, qu'il faut sortir du cadre. Un peu, je trouve qu'on en a toujours besoin. Je vous propose peut-être de rester sur ces impressions, de prendre ça avec nous pour aller maintenant dans les ateliers, puis replonger dans d'autres matières. Professeur, vous êtes un peu là avec nous encore. Encore là, oui. Voilà, donc, et puis peut-être poser vos questions de fond au professeur. En dehors de la salle, si ça vous convient, professeur. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre aussi congé ici de nos auditeurs en ligne, ceux qui étaient dans la live Übertragung. Pour ceux qui se sont inscrits à la newsletter, des informations vous parviendront après la journée avec les principaux résultats, aussi des discussions, des ateliers et du reste de l'après-midi. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne.